conçois le plus étrange projet jamais imaginé. Savez-vous seulement ce qu'est cela ? Radio Campus, je crois. Et sa fréquence ? 88.3. Contestation, répression. Ouais, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. À bâton rompu avec Hassan Kérim. Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est À bâton rompu qui démarre. Magazine d'infos tous les mardis entre 19 et 20h. Bienvenue à vous. Ce mardi, comme les précédents, nous parlons des prochaines élections municipales à Orléans avec les têtes de liste, vous savez, qui se sont lancées dans la course. Ce soir, Yann Chailloux, de la tête de la liste Tous Orléans. Bonsoir Yann Chailloux. Bonsoir. Vous avez été désigné, merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Vous avez été désigné il n'y a pas début septembre. C'est ça. Début septembre. Par cette liste, c'est qui ? Très brièvement, Tous Orléans. C'est un collectif, une association qui est une association politique qui a été créée en 2017, qui avait qu'un objectif qui était celui de réfléchir à la ville de demain et qui est aujourd'hui devenu un parti politique pour engager les citoyens aussi. Après la réflexion, il faut agir. Vous vous dites centriste, centre droit, centre gauche, centre médium. Extrême centre. surprend un chercheur dont on a fait un article dans la Rédac Pop récemment. Ouais. Moi, je me considère de centre-gauche, social-démocrate. Vous m'avez déjà reçu à plusieurs fois dans cette émission et j'ai toujours dit que j'étais social-démocrate. Je le répète, je le redis. Et je milite pour une liste aux élections municipales centrales. Voilà. Votre programme a été dévoilé, il est costaud. 107 propositions. Il y a de la feuille. Il y a de la feuille, effectivement. Il est disponible en ligne aussi. Nous en parlons dans les bonnes librairies. Oui, absolument. Nous en parlons en quelques points avec Thomas Deray. Bonsoir Thomas. Bonsoir Hassan. Philippe Adeffet également là, vous l'avez entendu. Oui, bonsoir. Philippe qui lance généralement cette émission avec un édito. Oui, alors justement, bonsoir Yann Chailloux. Alors le grand public vous connaît peu, mais nombre de socialistes vous ont encore en mémoire. Et pour cause, au niveau départemental et même régional, vous avez été l'animateur officiel des jeunes socialistes. Un statut qui vous a amené à côtoyer nombre de personnalités, mais vous avez fini par claquer la porte en 2017, je crois, en dénonçant l'attitude de votre parti pour finalement vous retrouver embarqué dans les chimères de la Macronie. Alors rassurez-vous, loin de moi l'envie de vous stigmatiser pour cela, car vous n'avez pas été le seul à croire à une autre forme de politique hors des partis traditionnels. Vous avez ainsi été militant auprès de Caroline Janvier, qui a réussi à se hisser à l'Assemblée nationale à la surprise générale, compte tenu de son manque d'expérience et d'un début de campagne que l'on pourrait qualifier d'hésitant. Bon, sur cette belle lancée, 3 années après, vous vous associez à Nathalie Carrien dans une forme de continuité locale et vous tentez de vous faire une place à Orléans en participant à l'élection municipale de 2020. Une expérience douloureuse, j'imagine. En tout cas, une belle expérience car vous avez vécu en accéléré tout ce que la politique peut avoir de détestable. Nathalie Carrien n'était pourtant pas une politique aguerrie, mais elle a su manier la trahison avec brio à tous les étages. D'abord en sortant de l'équipe Carré au bon moment pour tenter ensuite de le freiner dans la course à l'élection. Opération en partie réussie d'ailleurs, puisqu'avec 6%, elle empêchait ce dernier de faire le plein en premier tour et donc de faire encore illusion face à son opposant Serge Grouard. Puis, entre les deux tours, quand elle s'est proposée pour une fusion de liste avec ce même Serge Grouard sans l'afficher officiellement, bon là, ça a dû piquer pour vous, le jeune ex-socialiste devenu macroniste, probablement par conviction que la politique, ça pouvait être différent. Bon, après, j'avoue, j'aurais aimé voir votre tête quand, après ce rapprochement avorté, la même Nathalie Carrien s'est retrouvée bombardée au cabinet du maire élu, le fameux Serge Grouard. Bon, c'est dur la vie politique, non ? Bon, à ce stade... Vous retournez à la baston, j'ai envie de vous dire, mais cette fois en tête de gondole d'un parti citoyen et une toute nouvelle étiquette, avec des idées à foison, mais un peu seul encore. À ce stade, vous appelez au rassemblement à gauche, vous positionnant vous-même au centre-gauche, vous venez de le dire, mais pour l'instant, sans réel succès. Alors pourquoi ? On vous en veut de vous être fait manipuler en 2020, participant sans le vouloir à la réélection de Serge Grouard ? Vos ex-amis socialistes ont-ils mal digéré votre départ et plus encore les raisons que vous avez exprimées par écrit de ce départ ? Bref, vous en êtes tout, Yann Chailloux, dites-nous tout.
Radio Campus Orléans, vous écoutez l'émission à bâton rompu. Vous voulez répondre tout de suite, Yann Chailloux ou Je ne sais pas si aujourd'hui on est là pour parler du passé, mais j'entends ça. Il est important pour comprendre le présent. Bien sûr. On me le dit souvent, donc voilà, il n'y a pas de secret. Moi, j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Oui Orléans, qui a été publié en 2023, un peu les coulisses de cette campagne. Je la regrette pas, parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'est très citoyen. Compris, oui. Une liste citoyenne. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont marqué. Des femmes qui prenaient la parole dès leur première réunion, ce que j'ai jamais vu avant au Parti socialiste, par exemple. Il y a quelque chose dans cette campagne qui m'a donné envie de continuer à s'engager. Évidemment, il y a aussi des choses qu'on n'accepte pas. Moi, j'ai été très clair lors du second tour de cette élection. Je suis pas sûr, ceci étant dit, que le maire qui a été élu à l'issue de ce scrutin avait besoin de notre liste pour être élu. Je pense qu'il n'avait pas besoin de nous pour être élu. Donc voilà, maintenant on est en 2026, où j'en suis. Vous avez dit que je militais pour un rassemblement à gauche, je milite pour un rassemblement tout court, hors des partis extrêmes, la France Insoumise, le Rassemblement National, et un rassemblement qui aussi peut s'effectuer au centre du jeu politique. On voit qu'il y a beaucoup de candidats putatifs au centre, ou de candidates putatives au centre. Et c'est aussi cet espace central qui peut, à mon sens, remporter l'élection de 2026. Vous avez gardé quoi comme relation avec votre ancien parti, le Parti socialiste ? Je garde des relations amicales avec un certain nombre de personnes. Après, on n'a pas aujourd'hui de relation directe avec le Parti socialiste. Mais ça peut compter, hein. Il faudra peut-être discuter à un moment. Hein. Bien sûr, on discute. Est-ce que c'est les arguments que vous aviez donnés à votre départ qui ont déplu ? Est-ce qu'on vous en veut finalement d'avoir exprimé tout ça ? D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous rappeler les raisons qui vous avaient poussé à quitter le Parti socialiste ? C'est simple. Le Parti socialiste, on est en 2017, je le rappelle, on remet dans le contexte. Alors même, on remet encore un peu plus dans le contexte. En 2016, où le premier secrétaire du Parti socialiste annonce une primaire pour remettre le mandat de François Hollande en jeu, pour dire on va faire une primaire pour désigner un nouveau candidat au Parti socialiste pour les élections présidentielles, alors qu'on a le président de la République en place dans notre parti. Je vois ça dans aucun autre pays, en fait. Ils l'ont peut-être senti fatigué. C'est un peu la green card. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, même si la Constitution le permettait, je suis sûr qu'on ne le laisserait pas à Macron faire encore un tour suivant. On lui dirait stop. Vous êtes fatigué, monsieur, on va faire une primaire. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse, par exemple, comparer Joe Biden à François Hollande. Et donc, je pense que François Hollande, il n'était pas fatigué. Je pense qu'on lui a... Joe Biden est incomparable. On lui a aussi mis on lui a mis quelques couteaux dans le dos, et ça, pour moi, c'était... À partir du moment où le Parti socialiste a assumé ne plus être un parti de gouvernement, je crois que c'était clair. Alors aujourd'hui, ils essayent de revenir dans le jeu, mais... Bon, et juste une dernière... Vous restez partisan de François Hollande ? Vous restez partisan de... En tout cas, je reste fidèle à cet engagement. Enfin, je vois pas pourquoi je serais pas fidèle à ça. J'ai soutenu ce candidat en 2012. Je suis, comme je vous le disais, social-démocrate. Moi, sa politique m'a convenu. Il y a toujours des débats. Un petit mot quand même sur l'engagement juste après. En marche, Macron, allons-y, en marche. Dans l'action, on sent la dynamique. Et puis en 2017, il y en avait une sacrée belle. Qu'est-ce que vous avez cru percevoir dans ce parti à l'époque ? Parce que je pense que les choses ont bien changé depuis. Oui, les choses ont changé. Oui, il s'appelait comment déjà ce parti à ce moment-là ? C'était En Marche. C'était En Marche. En Marche. Plus trop. Maintenant, ils sont à reculons. Donc c'est une autre démarche. Ils sont ensemble pour la République. Oui, ils sont ensemble, mais ils sont deux, donc c'est bien. Ils sont déjà. C'est Renaissance là, oui. Oui, c'est ça. La Renaissance. À force de changer les noms de partis, moi je sais même plus où on va. Chaque élection, on fait un nouveau parti. On avait l'UMP, les Républicains. Enfin bon, bref. Revenons sur la question. Revenons sur Yann Chailloux quand même. Qu'est-ce qui vous avait vraiment marqué dans cette démarche-là du Parti En Marche ? Qu'est-ce qui vous avait incité à y aller à fond ? Parce que vous y êtes allé à fond.
Moi, je pense que déjà au Parti Socialiste, avant de le quitter, j'ai dit à mes camarades, et certains élus étaient favorables à ça, qu'il fallait partir dans une alliance avec Macron, en fait, pour justement essayer de tirer ce mandat-là. On ne savait pas trop si ça allait aller plutôt à droite ou plutôt à gauche, de tirer ce mandat vers la gauche. Bon, finalement, c'est pas ce qu'on a fait. Les LR en ont profité dès le début, et eux, ils ont tiré le mandat de Macron vers la droite. Yann Chailloux, c'est eux qui ont gagné, LR. Ah bah oui, c'est parti. On est d'accord. Mais attends, maintenant il y a la revanche de Lieffort. Bien sûr. C'est le retour de la revanche c'est un peu le bazar aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, ça nourrit aussi une envie de s'engager d'un point de vue local, quoi, parce que c'est plus concret. C'est peut-être un peu moins le bazar. Oui. je sais. Alors, peut-être qu'un affichage, oui, c'est moins le bazar, mais alors dans les coulisses, ça doit être quelque chose de... c'est clair. Et là, vous décidez donc de partir centre-gauche, vous l'avez dit. Il y a un manque de ça à Orléans ou pas, de centrisme de gauche? En tout cas, je pense que c'est un apport dans le débat, un apport sur des idées. Je pense qu'il y a des ponts à avoir entre la gauche, les candidats que vous avez pu inviter les semaines passées, entre les candidats que vous inviterez peut-être dans les semaines futures. Je pense qu'il y a des ponts à avoir. Il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, le prochain, je pense, sera Monsieur Meyer. L'invitation n'est pas encore lancée. S'il écoute l'émission, vous serez invité très bientôt, Monsieur Meyer. On vous appelle demain. Oui, c'est ça, on vous appelle absolument demain. Est-ce que, vous avez plus j'allais dire d'atomes crochus, mais non, c'est de choses de rapprochement, de sujets de rapprochement avec lui. Êtes-vous plus proche d'Horizon, par exemple, que de LFI, que voilà. vous expliquez? LFI, c'est clairement non, même si je connais bien son responsable à Orléans, local, mais non, philosophiquement, je pense qu'il y a un espace central. Aujourd'hui, en plus, on le voit, il y a beaucoup de candidats qui clairement veulent une alternative à Serge Grouard. Je me suis présenté aux élections départementales en 2021. On a vu aussi que sur cette élection, il y avait une possibilité de remporter l'élection face à Jean-Pierre Gabel et face à Nadia Labadi. Et je pense que il y a un vrai changement dans l'électorat en fait orléanais, y compris dans l'électorat de droite, et je pense qu'il y a possibilité de gagner l'élection, de faire une alternative, mais en ayant une alternative qui soit crédible. Est-ce que vous diriez, comme notre invité la semaine dernière, Baptiste Chapuis de Maintenant Orléans, que Orléans est une ville à gauche au niveau de l'électorat? Si on regarde les élections européennes, législatives, à l'instant T, on pourrait dire oui. Si on regarde l'élection aux législatives de 2024, sur certains quartiers, le RN fait quand même des très gros scores. En fait, je suis pas sûr qu'une ville soit à gauche, à droite, au centre. Une ville, elle est ce qu'elle est. Il y a une démographie électorale aussi. Et moi, aujourd'hui, je sais pas si la ville, elle est à gauche ou si elle est à droite. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent il faut un peu mettre de l'eau dans son vin. Il y a des positions extrêmes de chaque côté, et donc il y a encore une fois des ponts à trouver, des équilibres à trouver. Moi, c'est ça que j'essaye d'apporter aussi par rapport à notre programme. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on est les seuls, mais à essayer de chiffrer l'ensemble de nos propositions. Alors, j'ai vu que certains commençaient, ça y est, à dire c'est peut-être important. Oui, je dirais peut-être pas que vous êtes les seuls, peut-être. Plus crédible. En tout cas, depuis qu'on a sorti notre programme et qui est lui intégralement chiffré, ça commence à... On voit qu'il y a des propositions qui sortent, qui commencent à être chiffrées. On va en parler. C'est un débat qui est important, en fait. Mais de toute façon, on va en parler parce que vos chiffres, si vous avez écouté, pose quand même quelques questions. De toute façon, si vous avez écouté les autres interviews de vos concurrents, on a établi le programme, on a quand même fait une bonne partie sur le programme. Mais restons un peu sur quelque chose qui m'a interloqué dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé des extrêmes, et vous l'avez répété à plusieurs reprises. Moi, si je reviens factuellement quand même, parce que là, vous mettez LFI et RN un peu blanc bonnet blanc, sauf que le Conseil d'État a reconnu lui-même que LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, que c'est un parti qui fait partie du bloc de la gauche. Vous les mettez tous les deux dans les extrêmes, LFI aussi et RN ? Oui. Pourquoi ?
Parce que sur les propositions... Vous n'êtes pas d'accord avec le Conseil d'État sur le fonctionnement même de LFI, puisqu'on parle de LFI, le RN, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ils sont d'extrême droite. Mais par contre, le fonctionnement de la France Insoumise, mais quand le chef décide de tout, j'ai été au Parti Socialiste, j'ai été... En Marche, vous l'avez dit, honnêtement, le fonctionnement, il est extrêmement différent dans ces partis dits républicains. Et franchement, la France Insoumise, c'est le chef qui dit quelque chose, et les autres, ils doivent subir ou partir. Donc, à un moment donné... Au national, mais au local... Au local, ils décident de quoi ? Pardon, mais de quoi peuvent-ils décider au niveau local ? Ils ont décidé à un moment de partir avec oui, et qui leur a interdit d'y aller ? Vous pensez ? Est-ce que vous avez des informations alors ? Oui. Donnez les noms. Parce que quand on les a interrogés là-dessus, ils nous ont dit que c'était leur décision à eux, que c'était ça venait pas du national. Après, moi, je suis pas dans les têtes. Il n'y a pas de concordance de date entre la première non-censure et le départ de... Sauf que c'est la même chose dans toutes les villes, en fait. Donc, à un moment donné... Mais ça vous suffit quand même... À Fleury-les-Aubrais, y compris dans le Loiret, quoi. Mais ça vous suffit à dire que c'est un parti d'extrême, parce que extrême, c'est la remise en cause de l'état de droit, c'est la remise en cause des valeurs démocratiques. LFI remet en cause de la même manière que le RN les valeurs démocratiques. C'est juste pour comprendre un petit peu... Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est la laïcité, le sujet de la laïcité et la position. Pour vous, il y a une ambiguïté. Il y a une grosse ambiguïté. Moi, je suis un républicain convaincu. La laïcité, pour moi, ça devrait être ça devrait être accolé à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. On devrait avoir la laïcité et la position de la France Insoumise sur ces questions-là ont changé. Vraiment, on le voit entre les discours de 2015 et les discours d'aujourd'hui, où la laïcité, on n'en parle même pas, c'est pas un sujet pour eux. Donc moi, ça me pose question. Je pense qu'il y a une ambiguïté. Quand il y a une ambiguïté, comment disait Martine Aubry déjà. Stade de 20 000 places, piétonisation des rues, Jeux Olympiques à Orléans font partie de votre programme. On en parle tout de suite après ça. À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h. Mais alors, ce stade de 20 000 places, c'est quoi cette idée ? Sérieusement, on a un stade ici, pas très loin de la radio, où joue l'USO, on a plein d'autres petits stades, 20 000 places pour Orléans. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a je crois chez nos confrères de la REP, un commentaire qui disait « Mais allez donc au stade les vendredis et samedis, Monsieur Chailloux, il n'est pas plein ce stade ». Je ne sais pas si vous êtes lié au basket avant d'avoir l'Arena. L'Arena n'était pas pleine avant. Non, on est le Palais des Sports, n'était pas plein avant que l'Arena arrive. Pour moi, la question du stade, elle est simple. On est l'une des rares villes en France où le club de foot et le club de rugby sont d'accord pour partager un équipement. 20 000 places, quand vous regardez ailleurs en France, c'est un stade de province, je rassure tout le monde. Oui, un stade de 20 000 places. Mais beaucoup plus grand que celui-ci. C'est petit. C'est plus grand que le stade de la Source, mais c'est pas un grand stade. Mais avec un stade. Thomas, tu vas me dire, l'USO est au national. Oui, c'est ça. C'est une équipe. C'est pas si pire. Ils ont été même en Ligue 2. Ils étaient en Ligue 2 à un moment donné. Certes, ils ont fait un passage rapide et personne ne supposait qu'ils allaient passer en Ligue 1, mais quand même, il y a du potentiel. Et puis c'est peut-être la structure qui fait l'événement. Je sais pas. Je pense que dans la réflexion, effectivement, le fait de dire qu'un équipement, il a son importance dans ce que la ville, la métropole, elle dit à ses clubs sportifs. D'ailleurs, dans notre programme, on parle de foot, de rugby, mais on pourrait même y ajouter l'athlétisme, qui a quand même des difficultés aujourd'hui à Orléans. Et en fait, au-delà de juste un stade, il y a aussi la dynamique qu'on veut impulser derrière. Vous l'avez dit, on propose en tout cas de porter une candidature à Orléans pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2034. Juste avant d'évoquer cela, moi j'avais une question aussi, c'est est-ce que c'est pertinent de partager un même stade pour du rugby et du football en sachant notamment l'impact que ça peut avoir sur les pelouses notamment. Est-ce que ça a été étudié ? Ça marche à Bordeaux. À Bordeaux, l'impact des matchs de rugby est plus important sur les... À Bordeaux, ils arrivent très bien à gérer ça. Donc l'idée c'est aussi de s'inspirer de ce qu'il fait ailleurs. C'est une des rares villes où justement le rugby et le foot partagent le même stade. Vous avez évidemment des terrains d'entraînement à côté des stades, comme vous avez à la Source, comme vous avez au Monté. Donc l'idée c'est d'avoir un nouveau stade avec évidemment aussi des terrains d'entraînement spécifiques pour le rugby, pour le foot, et d'avoir un stade
entre guillemets d'apparat de match. On appelait ça un stade d'honneur à l'époque, à l'époque des années 60. Mais l'idée de ce stade, c'est vraiment de nourrir cette candidature, d'apporter un équipement qui serait digne pour Orléans. Le stade de Tours, je crois que c'est 17 000 places, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, c'est l'idée. On a même du mal à se rappeler que Tours avait du football. Voilà, mais réellement. Mais si, Léon, ils ont même été. Ils ont été. Alors, ils ont eu Olivier Giroud dans leur équipe. Colcielny aussi, je crois bien d'ici. Oui, c'est ça, exactement. Même formé à Tours. On va devenir une émission de sport. Et Yann Chailloux, les gens sont en attente de ça, réellement? C'est pas notre. Mais est-ce que vous avez rencontré c'est pas des notre gens proposition principale. Il a 106 pages, il a de propositions. Non, mais c'est vrai que le sport a été mis dans vos 3 priorités. Oui, En fait, le sport, pour nous, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que la ville au quotidien, c'est le sport, c'est la culture. Après, évidemment, c'est la propreté, la sécurité. Mais vous avez mis le sport, pas la culture. Alors, on l'a mis. On l'a mis. Mais dans les 3 priorités, aussi. c'est le sport qui a été Il y a la ressorti. culture aussi, il y a le tourisme et la culture. Okay. On propose, par exemple, que l'office de tourisme soit qu'on adjoigne à l'office de tourisme un directeur ou une directrice artistique. Ce qui se fait aussi, par exemple, à Nantes, où on invite en fait des artistes, que ce soit sur la scène locale, nationale ou internationale, à venir redessiner la ville le temps d'une saison touristique que nous on aimerait appeler Récit d'Orléans. Et l'idée, c'est vraiment de maximiser le tourisme par la culture. On est la porte d'entrée de la Sologne, la porte d'entrée du Val-de-Loire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On parle de rénover la Charbonnière aussi dans cet esprit-là. En tout cas, sur le sport, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et je crois que là où il y a une attente vraiment profonde des habitants, c'est de construire un projet ensemble de territoire. Et je pense qu'autour du sport, on a quelque chose à faire. On a de plus en plus, depuis 2024, de licenciés dans les clubs. Et qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui, à part on va vous rénover tel équipement, par contre on va vous le rénover, mais on va rénover que cette partie, puis la seconde partie, ce sera pour dans 5 ans. Il y a un vrai enjeu autour du sport et d'avoir une vraie volonté. Là où vous avez raison, et tout le monde en parle, de ce stade démonté qui est en très sale état en ce moment. Mais ce projet de stade que vous voulez, vous l'avez évalué à 105 millions d'euros. Oui. Expliquez-nous. C'est un demi-comète. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Il faut prendre les échelles de valeur. Tu regardes vers le ciel, ça fait un demi-comète. C'est pas un demi-comète. On a fait nos calculs, on pourra vous les communiquer. Je les ai plus en tête exactement, mais on est sur la moyenne de places. On est sur un peu moins cher que Comet. Comet, c'est l'un des équipements qui a été les plus chers en France à la place. Ouais, d'ailleurs, vous dites sur votre blog que vous étiez dubitatif sur Comet. Très dubitatif sur Comet. En fait, moi, je pense toujours qu'aujourd'hui, ça a été une erreur de le poser ici. Sur le fond, j'étais pas contre, mais de le poser ici, de poser à côté du Zénith, qui vient peut-être concurrencer, on va le voir dans quelques années, qui peut concurrencer le Zénith. Je pense que c'était pas le bon endroit. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse déjà un référendum. On le porte aussi d'ailleurs sur nos stades. On dit effectivement, on le met comme un sujet électoral, mais on dit aussi qu'il faut pouvoir demander derrière aux Orléanaises, aux Orléanais, et peut-être même à tous les habitants de la métropole, s'ils sont OK sur cette stratégie. Et pourquoi pas d'évaluer aussi plusieurs lieux pour implanter ce stade. Sur Comet, moi j'aurais bien imaginé par exemple à Interive, ou même pourquoi pas à Couel, à côté de la gare de Fleury, ça aurait eu du sens. Pas forcément l'aréna, mais en tout cas le palais des congrès à côté d'un stade. Avec un téléphérique. Et on le propose on le dit dans notre programme, moi le téléphérique, j'y suis favorable. J'y étais favorable. Je pense que ça a du sens que à côté d'une gare, ça se met dans toutes les villes de France, à côté de la gare, la gare principale, aujourd'hui on va pas se mentir, la gare de Fleury, à côté de toutes les grandes gares, vous avez des grands équipements comme un palais des congrès. Et donc une seule gare. Nous, notre vision pour Orléans, pas là dans 6 ans, mais pour dans peut-être 50 ans. C'est une vision qui est partagée par les gestionnaires de la ligne, parce que je suppose qu'à un moment donné, il y a un problème de stationnement. Les gestionnaires ou les bénéficiaires alors déjà les gestionnaires, parce qu'il faut qu'il y ait une faisabilité de conserver au moins les trains existants. Alors peut-être en rajouter sur certaines tranches horaires, mais est-ce qu'ils vous ont dit, Monsieur Chailloux, pas de souci, Fleury-les-Aubrais, on peut faire ce qu'on veut? Très honnêtement, d'une part, on les a pas rencontrés.
C'est pas faute de demander, mais c'est parfois compliqué de rencontrer des acteurs, surtout quand en politique, vous n'avez pas le mandat ou autre. Moi, je suis très honnête là-dessus. En revanche, cette proposition, elle a déjà été émise par Olivier Carré en son temps, par les communistes aussi en leur temps, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une idée qui a été émise. Donc elle ne surprendra personne, en tout cas à la SNCF, c'est ce que vous voulez nous dire. Ouais, je pense. Mais en tout très cas, bonne réponse, pleine d'honnêteté. Oui, en tout cas, en lisant quelques réactions, quelques commentaires sur les différents réseaux sociaux, sur les internets, ça emballe pas vraiment des gens, notamment des pendulaires, réellement. Cette histoire d'avoir une seule gare aux Aubrais. Dans notre proposition, on évoque justement ce sujet-là des pendulaires, on évoque éventuellement une navette tram-train qui démarrait de l'actuelle gare d'Orléans, qui emprunterait les rails de tram et qui, au niveau de l'arrêt Louis Braille, bifurquerait sur les voies les rails de train et qui partirait vers Fleury. Et on aurait une navette avec simplement un arrêt en centre-ville, un arrêt à Fleury. Pareil, on a essayé de chiffrer tout ça dans le budget global. C'est un peu compliqué de la gare unique. Vous voulez faire tout ça en un mandat? Non, ça c'est une réflexion sur 50 ans. La gare unique, c'est une réflexion. L'idée, c'est en fait, aujourd'hui à Orléans, on n'a plus vraiment de vision. Plus personne ne porte de vision d'avenir sur les 30, 40, 50 ans. Comment on veut développer le territoire. L'idée aussi de cette gare unique, c'est de récupérer 10 hectares de foncier, de faire une coulée verte vers les Groux, d'avoir des projets immobiliers, y compris sur la source. Une zone d'activité commerciale, c'est ce que vous disiez aussi. Immobilière, commerciale. Enfin voilà, faut repenser notre ville, quoi. Vous envisagez la création aussi de vos 500 logements étudiants sur cette zone-là, par exemple? Alors, en partie, pourquoi pas aussi. Parce que ça fait partie de votre programme, vous Tout à fait. Ici, on dit aussi aux chèques postaux, les logements étudiants, pour nous, c'est une priorité également, parce que demain, vous allez avoir et je parle de logements étudiants principalement vers le centre-ville. Il faut aussi en mettre à la source, à mon sens, mais en mettre de nouveaux. Mais quand vous parlez des chèques postaux, c'est pas les chèques postaux de la source? Si, les chèques postaux de la source, on a un projet là-dessus. Et sur les logements étudiants, juste pour donner le principe pourquoi il faut de nouveaux logements étudiants, je veux dire, en centre-ville, on a la fac de droit qui arrive d'ici peu de temps. On voit que l'offre de logement pour étudiants, elle est quand même faible. On vous a remonté les difficultés du guichet de l'aide qu'on a pu voir récemment, par exemple. Des étudiants, nous on a vu des étudiants en tout cas en grosse difficulté de logement. Et on voit pas mal d'associations qui accompagnent des étudiants, effectivement, et qui nous disent, qui nous font tous remonter cette problématique-là. Je crois qu'il y a un consensus quand même pour dire qu'il faut des logements, plus de logements étudiants, mais surtout en centre-ville, ça a son importance, parce que le risque, c'est quand même de gentrifier le centre-ville, d'avoir des étudiants qui vont devoir payer plus cher leur logement, donc d'avoir un pass d'entrée pour la fac de droit qui va être beaucoup plus cher. Or, moi, je pense que l'université, elle doit rester pleinement républicaine, ouverte à toutes et tous. Voilà, ça me semble très important. Donc, le logement étudiant est important. Sur Radio. Pardon. Mais allez-y. Il a lancé le jingle trop tôt. C'est pas grave. Trop tôt. Oui. Allez-y. Non, c'est tout. C'est juste. Non, mais vous n'aviez pas fini votre phrase. Si. Parce qu'il ne veut pas gentrifier le centre-ville. Le centre-ville. Il y a beaucoup d'étudiants dans les bars rue de Bourgogne. Moi, ce que je peux témoigner. Là, pour le coup, ils connaissent bien le secteur. À bâton rompu, notre invité ce mardi est Yann Chailloux, tête de liste Tous Orléans. On revient dans quelques petites secondes. À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h. Oui, nous sommes aussi écoutés à Tours. Thomas ? Oui, vous parliez donc de cette nécessité de lutter contre la gentrification dans le centre-ville, notamment pour les étudiants, et pour les particuliers et particulières normaux. Est-ce que un encadrement des loyers, c'est quelque chose de beaucoup trop à gauche pour vous ? En tout cas, nous, c'est pas dans notre programme aujourd'hui, mais il faut étudier ce genre de propositions. En plus, il y a des possibilités législatives qui le permettent. Donc, j'ai entendu ces propositions aussi. Nous, on a fait notre projet avec 107 propositions, mais c'est un projet sur lequel on peut débattre, sur lequel il y a matière, quoi. Et je pense j'espère que tous les autres candidats sont prêts à débattre de propositions. D'ailleurs, ça me permet de le dire. Moi, j'aimerais qu'il y ait un débat à Orléans. Alors, on voit que
malheureusement, les journalistes ont beaucoup de mal à ouvrir des pages, à ouvrir des créneaux pour organiser des émissions. On peut le faire ici, de débat sur Radio Campus. Il n'y a pas eu de débat aujourd'hui. Je trouve que ce serait intéressant. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse débattre à plusieurs candidats. Enfin, je veux dire, avec des candidats de gauche, avec des candidats du centre. Parlons d'idées, parce que sinon, on va tous partir disperser. Je ne parle pas pour moi, mais je parle pour les collègues que je connais sur d'autres antennes. Mais c'est très difficile de vous avoir tous ensemble à la même date et tout ça. Ça vient pas forcément des. J'imagine que les collègues d'ici Orléans auraient bien voulu avoir. Mais pour l'instant, vous êtes plein de listes à être partis, certains et certaines ne se sont pas encore. Et puis il faut voir combien vont arriver. Voilà. Donc c'est compliqué de faire des débats. C'est compliqué de faire une liste de 50 noms. Ceci étant dit, moi je constate quand même qu'à une époque, il y avait beaucoup plus de débats. Je veux dire, pour citer un de vos confrères Journal Papier, que Thomas connaît bien. Je me souviens des législatives en 2012 où, avant le premier tour, vous aviez une page complète où les candidats étaient invités à débattre, et puis au second tour, vous aviez une nouvelle page complète par circonscription pour le second tour. En 2017, ça s'est appauvri, on est passé à une demi-page, et puis en 2022, c'était uniquement les circonscriptions un peu importantes, et puis on a demandé aux candidats qui voulaient bien de réagir sur le thème de la santé ou autre. En soi, c'est pas une critique, c'est simplement. C'est quoi alors ? Vous venez de critiquer les collègues ? Non, c'est une crainte. C'est une crainte. Je tiens absolument à dire que vous êtes le candidat qui a eu le plus de papiers, notamment chez le collègue. Juste, on remarquera que ces grands espaces ouverts l'ont été essentiellement pour des législatives et pas pour des municipales. Oui, c'est vrai. C'est plutôt une crainte parce que, pardon, mais moi j'ai aussi l'autre côté où on va chercher des gens pour venir sur une liste. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Enfin, je veux dire, on peut pas voir à chaque fois que le Rassemblement national. Non, je dis pas que c'est la faute des journalistes. Je dis qu'il y a aujourd'hui une ambiance collective qui fait que les gens ne veulent plus entendre parler de politique, peut-être parce que c'est différent. Il y a des mots qui deviennent maintenant très très connus de la plupart des Français. Un budget, par exemple, voilà, un mot dont on ne parlait jamais avant. Et là, ça fait 2 mois qu'on se les tape. Alors, et vous, justement, budget municipal, comment vous voyez les choses ? Parce qu'on va faire un petit rebond pour nous permettre de revenir sur les municipales. Vous l'envisagez comment ? Je vous ai senti un petit peu à l'aise sur le sujet budget. Nous, on a donc tout chiffré presque toutes nos propositions, il y en a une ou deux qui ne sont pas chiffrées, voire chiffrables, mais tout a été calculé. Alors c'est discutable, voilà, comme tout. Mais vous sentez pas de pression fiscale, vous dites pas, vous dites au contraire, non, on a des marges de manœuvre. Moi, je pense qu'il y a des marges de manœuvre, pas à la métropole, mais à la ville. Ce qui nécessite aussi de réfléchir à modifier peut-être notre vision de la métropole, des actions de la métropole, notamment sur le sport, puisque vous parliez du stade, mais on propose aussi un plan massif de rénovation à 30 millions d'euros des équipements sportifs existants. Évidemment, ça va falloir le financer. C'est ça. Et en même temps, aujourd'hui, on a, je sais que certains appellent ça la dette grise, on a énormément d'équipements à Orléans qui sont vieillissants. On n'arrive pas à les rénover, mais aussi parce qu'on n'y met pas l'argent. Moi, je considère qu'on a encore une marge de manœuvre sur... Quand vous parlez de marge de manœuvre, j'ai du mal à savoir quoi, à part la fiscalité. Alors, à part la fiscalité, parce que nous, on ne souhaite pas augmenter les impôts, mais il y a effectivement la possibilité d'augmenter l'endettement en restant raisonnable. Aujourd'hui, et je le dis, moi je l'ai dit aussi très franchement, la ville a été bien gérée. Vous l'avez déjà dit. Budgétairement. Presque trop bien gérée selon vous, quoi. Et voilà, c'est ça. En bon père de famille, comme dirait. En même temps, il est peut-être grand-père aujourd'hui, l'adjoint aux finances. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle capacité de s'endetter un peu plus en restant très raisonnable. Nous, on dit que le chiffre d'endettement doit rester autour de désendettement, doit rester autour de 6 années. Aujourd'hui, on est à 3,5 ans. C'est-à-dire que si Orléans demain arrête d'investir, en 3 ans et demi, on rembourse l'intégralité de notre dette. Et ça pourrait être quoi l'enveloppe annuelle de nouveaux prêts, de nouveaux crédits et avec ça, est-ce que vous pensez que vous êtes en capacité de faire, surtout que vous venez de nous dire que de toute façon la métropole, il n'y a plus d'argent, c'est fini.
Alors, on est sur notre programme à 313 millions d'euros de nouvelles dépenses. Ouais. En sachant que sur un programme, il y a des choses évidemment qui, on le sait tous, ne pourront pas être faites. Oui, pas dans le premier en tout cas. Pas dans un premier mandat, ça peut être compliqué. On est à 313 millions, pardon, juste pour donner les chiffres. La métro... 313 millions sur 6 ans. Le budget de la métropole, c'est 600 millions d'euros annuels. Oui. Le budget de la ville d'Orléans en 2025, c'est 233 millions d'euros. Oui. On a rapporté nos nouvelles dépenses au budget du fonctionnement de la ville. Ça représenterait 5,7%. Pour le budget de fonctionnement. Et pour le budget d'investissement, pour tout ce qui concerne nos propositions sur la métropole, on est à 8,9% du budget d'investissement. Nos propositions. Donc, ça reste raisonnable. Par contre, c'est sur la ville où nous, on dit la ville a plus de capacité d'endettement que la métropole, parce que la métropole, on est vraiment ric-rac. Mais l'idée, voilà, c'est d'augmenter cette capacité d'endettement en restant sur, encore une fois, des indicateurs très raisonnables avec une dette par habitant en moyenne autour de 1 400 €. Sachant que dans les grandes villes de France comparables à Orléans, on est plutôt autour de 2 000 € de dette par habitant. Et aujourd'hui, à Orléans, on est autour de 900 €. Donc on veut rester dans quelque chose de raisonnable, augmenter la dette, mais en restant raisonnable. Et surtout, c'est pas un truc que vous faites à chaque mandat. Oui, pas de stade de 20 000 places tous les 6 ans. Ah non, c'est clair. C'est une fois. C'est une fois, mais en même temps, si on n'est pas en capacité en 2026 de porter une alternative en disant on va continuer la politique de Serge Grouard, mais on va faire un peu mieux. Si on n'est pas en capacité de dire on veut porter des grands projets, des idées nouvelles pour notre ville, si on n'est pas en capacité de faire ça, je pense que ça va être compliqué de... autant pas venir, en vrai, c'est ce que vous nous dites, mais ça on peut le comprendre. En tout cas, des grands événements, mais juste un petit mot sur les associations, parce que finalement, on a parlé de sport, et le sport... Tu me coupais l'herbe sous le pied, donc parfait, je te laisse... L'herbe sous le pied pour le stade, c'est parfait, mais comme ça, le gazon sera bien tendu. Mais ces équipements sportifs qui accueillent des associations sportives, elles tiennent évidemment sur le bénévolat. Comment vous voyez les choses et comment la municipalité, votre municipalité, peut accompagner le mouvement en essayant de ne pas l'appauvrir et au contraire de le dynamiser. Et le mouvement associatif, on le rappelle ici, est très très en souffrance. Ouais. Sur les associations, déjà, sur le vieillissement, notamment des bureaux associatifs, puisque c'est quelque chose qu'on constate aussi dans beaucoup d'associations sportives, culturelles, peu importe. On constate un vieillissement des présidents, des trésoriers, des secrétaires, des personnes qui ont du mal à trouver un remplaçant. Ça va pas s'arranger avec la retraite à 66, 67, 70 ans. Nous, on propose un chèque engagement, une petite somme très modique, plutôt versée sous forme de bon d'achat. Vous avez vu qu'on propose une monnaie locale également, donc peut-être sous forme de monnaie locale pour pouvoir consommer localement. Et on propose donc une petite somme qui pourrait aller jusqu'à 200 € pour un peu inciter. C'est vraiment là une mesure incitative, mais l'idée c'est de dire on va aider les associations le plus dans le besoin. On propose des assises de la solidarité aussi pour justement poser toutes ces questions-là, de construire des propositions peut-être nouvelles. Il y aura, j'espère aussi dans le débat de 2026 des nouvelles propositions là-dessus. Et surtout philosophiquement sur les associations, nous on veut mettre le centre social au cœur de la vie de la cité. On a organisé des grands débats il y a quelques temps, moi je dis en France, collectivement. J'espère que beaucoup d'entre vous ont participé au grand débat. J'ai vu aucun grand débat organisé dans les centres sociaux. Et donc, nous, on a un projet qui est de démunicipaliser les centres sociaux, puisqu'aujourd'hui, ils ont été repris dans le giron de la ville. Nous, on dit que les associations sont les expertes du quotidien et on doit les mettre au centre du jeu. Et je pense qu'une association, quand elle gère un centre social, elle le fait mieux qu'une collectivité. Bref, enlever la ZELCO à la gestion municipale. On remet ça dans le giron d'une association, une nouvelle DSP, évidemment, en améliorant les contrôles, parce que je pense que c'était quand même ce qui n'allait pas aussi. Mais je suis pas sûr que l'extrême, c'était d'aller sur une municipalisation de la ZELCO. Il y avait des garde-fous de contrôle à mettre en place. En tout cas, nous, on veut revenir en arrière sur cette proposition-là. Et notre projet, c'est de
proposer une nouvelle DSP où les centres sociaux viendraient créer ce bureau unique des associations et chaque demande associative passerait par les centres sociaux. C'est aussi dans les centres sociaux qu'on pourrait réserver une salle, voilà. Et on a cet objectif-là de mettre les centres sociaux au cœur et au cœur de la vie des associations en fait. On relate une baisse à peu près de 26% sur le budget des associations en prévision au niveau national pour 2026. Le mouvement associatif donc a tiré la sonnette d'alarme en disant ça ne tient plus. En cause notamment les très très nombreux appels à projets qui sont demandés constamment aux associations pour des financements annuels et loin d'être certifiés pour la mise en place de leurs actions. Beaucoup de temps et d'énergie mise en place alors que on pourrait l'utiliser à bon escient si on faisait confiance aux associations dans le cadre de leurs actions sur le terrain. Votre concurrent Baptiste Chapuis la semaine dernière sur ce même plateau nous a expliqué qu'il rétablirait des financements pluriannuels et qu'il rétablirait la confiance aux associations locales. Est-ce que vous suivrez le même mouvement ? C'est aussi ce qu'on porte, on l'a écrit dans notre stratégie financière donc à la fin de notre programme et pour faire ça on a ce qu'on appelle les contrats d'objectifs et de moyens et donc on passe des contrats avec les associations pour dire on vous finance sur 3 ans, 4 ans, 5 ans et en contrepartie par contre on s'engage, vous engagez à suivre tel objectif. Sur le sport par exemple, on propose que des équipes mixtes femmes-hommes puissent être développées dans un certain nombre de sports collectifs. On arrive à le faire au collège, on arrive à le faire au lycée, mais une fois qu'on devient adulte, le sport, c'est chacun de son côté, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Nous, on veut que les clubs de sport puissent avancer sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vraiment généralisé ça. Comment ça ? Les femmes d'un côté, les sports dans tous les sports. Je connais pas beaucoup d'équipes. Au niveau fédéral, en tout cas, je crois pas qu'il y ait de championnat mixte. Ouais, je connais pas beaucoup d'équipes mixtes. Bon, ok. À part à l'UNSS, quoi. Ouais. Bon, écoute. Au collège. Ouais. Une autre question ? Moi, j'avais une petite mesure parmi toutes celles que j'avais vues notamment, assez intéressant. Vous proposez l'ouverture des bars jusqu'à 4h du matin en intérieur et jusqu'à 2h en terrasse. Ah, ça va faire grincer des dents en centre-ville d'Orléans. Et peut-être pas que les habitants du centre-ville qui ont l'habitude, mais aussi des chefs d'entreprise qui vont devoir tirer un peu les horaires. Ils ont déjà du mal à trouver des serveurs. Mais ça va plaire aussi à beaucoup de nos auditeurs et auditrices aussi à l'inverse. C'est possible. Non, c'est vrai, c'est probable. En tout cas, je pense qu'il faut porter. Nous, notre idée, c'est de dire la ville, elle doit être audacieuse. On doit arrêter de se dire faut pas faire ça, ça va embêter les gens. On propose cette chose uniquement sur le quartier Bourgogne. Je veux dire, les gens savent que le quartier Bourgogne, c'est le quartier où on fait la fête. Donc on doit pouvoir faire la fête. Orléans doit être une ville festive. On propose 4 heures. Alors, on a rencontré des chefs d'entreprise justement qui nous disent la fermeture différenciée en terrasse et en intérieur, ça peut être complexe. Donc il faudra évidemment y réfléchir. Je le dis puisque du coup on l'a écrit, mais en fait le débat il continue. C'est pas parce qu'on a figé quelque chose dans le marbre du papier qu'il faut. Oui, d'autant qu'aujourd'hui dans la zone estivale, on va dire, qui va de début de printemps jusqu'à récemment, on peut avoir une ouverture jusqu'à 3h. D'ailleurs, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on demande des dossiers incommensurables pour arriver à 3h. Et puis de toute façon, il y a une problématique. S'il y a une problématique dans l'établissement, la fermeture se fait de la même manière. Peut-être qu'on pourrait faire confiance, peut-être d'ailleurs, au patron des débits de boissons en leur disant allez-y jusqu'à 3h et puis on verra comment ça se passe. C'est une question de confiance, c'est une question de gestion. Et en parallèle, on propose aussi, puisque la sécurité est importante pour nous, le dispositif Angelo, qui est le cocktail fictif dans lequel, quand vous vous sentez en danger, vous pouvez venir commander un Angelo. C'est un peu un mot de passe pour être protégé. Le serveur formé préalablement va pouvoir vous mettre en sécurité, appeler la police ou... en fonction de la situation de la personne. Il nous reste 10 minutes d'interview, Yann Chailloux. Alors, il y a plein de choses encore dont on voulait parler avec vous. Il y a 109 propositions. Vous avez 107. Non, 107 propositions. 107. Si vous pouviez faire des réponses un peu courtes, donc... désolé. On peut faire un oui-non, sinon. Si tu faisais des questions un peu plus courtes aussi. Oui, sécurité. Ouais. La police municipale, vous en faites quoi ? Vous la gardez ? On augmente les effectifs de police municipale. Aujourd'hui, on a 109 policiers municipaux. On sait la police municipale est très complexe à gérer, à manager. Il y a des grosses problématiques de
turnover, aussi de policiers qui, notamment les policiers qui travaillent la nuit, de fatigabilité et de crainte dans leurs conditions de travail. Donc il y a une réflexion là-dessus. Ceci étant dit, on a 109 policiers sur le papier. Sur le terrain, on est un peu moins. On propose d'augmenter le nombre de postes, de passer de 109 à 130, ce qui permettrait d'avoir au moins un policier pour 1000 habitants sur le papier, mais c'est déjà une première dynamique. L'idée, c'est de donner une dynamique, puis on propose une garde urbaine. C'est de s'appuyer sur un dispositif qui existe déjà, le garde particulier, qui est le pendant du garde-chasse, et qui en fait, mais le pendant du garde-chasse en ville. Et donc le garde particulier, il est assermenté par la préfecture suite à une formation, et ce garde particulier peut très bien être garde particulier pour le compte d'une collectivité. Ça se fait dans un certain nombre de villes, notamment dans des villes de la région parisienne. Et l'objectif, c'est d'avoir une garde urbaine avec 100 membres, des membres bénévoles, notamment en s'appuyant sur les gardiens d'immeubles. Et ces gardiens d'immeubles, ces gardes urbains, notre idée, c'est qu'ils puissent amender. Ils seront pas armés, les gardes urbains? Alors, non, ils peuvent pas être armés, si ce n'est d'une bombe poivre. Mais les gardes urbains, l'idée, c'est que ce garde particulier, ce garde de chasse, il peut amender un certain nombre il peut mettre un certain nombre d'infractions, merci. Il peut mettre un certain nombre de contraventions, par exemple sur les déchets, les dépôts sauvages, sur les stationnements, etc. Et donc l'idée, c'est aussi de faciliter le travail de la police par une garde urbaine en complément. En fait. Les caméras, vous les gardez, vous en démantelez certaines, toutes les caméras qui sont à Orléans. Et on rajoute des boutons d'alerte de la police, environ 700. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un climat de sécurité. Moi, j'ai vu des personnes qui ont pu être agressées, notamment en centre-ville, et qui avaient peu de moyens, ou même sur des arrêts de bus, des arrêts de tram, avec peu de moyens d'essayer de faire fuir les agresseurs. Et en fait, ça peut être dissuasif. Il y a un attentat qui a été déjoué à Nice grâce à des boutons d'alerte. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ça un peu partout en ville. Il me semble que Keolis ou la Tao, comme on dit, tout à fait, il y a quelque chose qui est en train d'être expérimenté comme à la SNCF. Donc tout ça va dans le bon sens. Pour finir cette émission, j'ai gardé ça pour la fin. Des Jeux Olympiques à Orléans, messieurs, dames, vous allez avoir ça. Si Yann Chailloux devient maire... De la jeunesse, ça. De la jeunesse, pardon. Oui, ça sera plus frais. Mais enfin, c'est toujours la même chose pour l'organisation. Il faut faire une demande au CIO, enfin voilà quoi. Oui, alors l'idée, c'est de porter, comme je le disais tout à l'heure, un projet de territoire, notamment à l'aide d'un office municipal des sports pour créer une marque totem orléanaise, une marque sportive. Totem. Et l'idée, c'est de dire, on crée un office municipal des sports, on met les clubs, quels qu'ils soient, dans toute leur diversité, leur particularité, autour d'une table, régulièrement dans l'année. On construit un projet de territoire ensemble, notamment vis-à-vis des adolescents, parce qu'en fait, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est pour les adolescents. C'est le bébé des Jeux Olympiques. Et en fait, par exemple, le breakdance qui a été ajouté aux Jeux Olympiques, le breakdance n'aurait pas pu être ajouté aux Jeux Olympiques de Paris 2024 s'il n'était pas passé par la case Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, c'est des phases de test. C'est des phases de test pour un certain nombre de nouvelles disciplines. Et nous, on dit, Orléans doit pouvoir porter une discipline nouvelle, une candidature d'Orléans, une candidature française. Ce serait l'Ultimate. L'Ultimate, c'est du frisbee. C'est le seul sport en France qui est pratiqué entre des enfants en situation de handicap et des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Et c'est un sport où on n'a pas d'arbitre. C'est de l'auto-arbitrage. Donc c'est très intéressant. Mixte. Et il est mixte, évidemment, parce que c'est l'UNSS, c'est le collège. Moi, je connais très bien ce sport. Et donc, l'idée, c'est de porter une candidature orléanaise dans ce sens-là. Et en fait, au-delà d'avoir ou pas le feu vert du CIO, l'idée, c'est de porter un projet de territoire. Et juste... Je rappelle quand même que Bourges 2028 c'est parti un peu d'une idée comme ça, un peu folle. Et si on mettait Bourges comme candidate européenne de la culture, bien sûr. Face à des mastodontes quand même, des grandes villes françaises.
Bourges a été choisi. Et donc, ça laisse rêveur. Oui, mais justement, c'est une question que je voulais lui poser, parce que Yann Chailloux, on le connaît bien dans cette radio. On va revenir à... Vous saviez pas que j'étais fan des JO? Non, mais c'est pas ça. Je ne savais pas que vous avez de l'utopie comme ça, le rêve. Ah bah si. Heureusement. Non, mais c'est bien. Et je pense vraiment qu'il faut apporter ça. D'ailleurs, ça fait partie, puisqu'on parlait de discuter avec d'autres candidats ou d'autres candidates, ça fait partie des discussions. On nous a demandé, mais l'utopie, vraiment, c'est important. Moi, je pense que oui, c'est important de pouvoir essayer d'embarquer le plus de monde possible autour d'un projet qui peut peut-être faire rêver, mais en tout cas qui va permettre aussi peut-être sur le terrain de faire évoluer des choses. Je sais qu'il y a des clubs qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens techniques d'emmener leurs jeunes sur des compétitions régionales, interrégionales, nationales, bref, peu importe. Juste parce que on n'a pas le petit minibus, donc il faut louer le minibus ou s'occuper, faire du covoiturage. Alors que l'autre association à côté, elle a le minibus. Peut-être qu'on peut trouver des mutualisations de bon sens entre des associations sportives. Peut-être que le logiciel de compta utilisé par X, il peut peut-être aussi être utilisé par Y, avec un peu de bon sens, de la formation. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et donc, il faut écrire un projet ensemble. C'est aussi se dire, on n'avait pas pensé à faire ça ensemble. En fait, Yann Chailloux, c'est 2026-2076. Mais alors, et c'est la toute dernière question vraiment, et si vous n'êtes pas au deuxième tour, ce qui peut arriver, est-ce que dans le panel, là vous avez dit LFI, il n'y a pas question qu'on discute, mais est-ce que dans le panel qui reste, est-ce que vous pouvez discuter avec d'autres listes qui arrivent au deuxième tour? Nous, on discute avec toutes les personnes hors LFI, hors RN, qui souhaitent une alternative, à l'équipe actuelle. C'est clair. De ta réponse. Non, mais c'est clair. D'accord. On le dit pour le premier tour, comme pour le second tour. Et vous faites venir du monde ou pas, du national ou d'artistes Usain Bolt pour les Jeux pour votre campagne. Pourquoi pas demander aux sportifs ce qu'ils pensent d'une candidature aux Jeux Olympiques de la jeunesse? Pourquoi pas? On peut le faire. On a jusqu'à. Vous leur avez pas demandé, vous? On a demandé à certains. On a jusqu'au mois de mars pour le faire. Merci Yann Chailloux. Merci beaucoup. Merci. Tête de liste Tous Orléans pour les prochaines élections municipales à Orléans.